des TIH est moindre avec les HBP. Les contre-indications, c'est pareil comme les héparines non fractionnées. En plus, il y a l'insuffisance rénale chronique sévère, qui est une contre-indication absolue. Hein? Les HNF sont éliminés par le système réticulé endothélial, mais les HBPM par le rein, donc c'est contre-indiqué en cas d'insuffisance rénale sévère. Alors, la surveillance, pas de surveillance par le TCA. Normalement, pas de surveillance tout court, mis à part le taux de plaquettes pour la TIH. On peut parfois, chez des patients qui sont à risque, doser l'activité anti-10A. D'accord? Chez qui? Chez le sujet âgé de plus de 75 ans. Parce que son risque hémorragique est élevé, donc on aime bien savoir si on n'est pas au-dessus de la dose souhaitée. Les poids extrêmes, parce que les HBPM n'ont pas beaucoup été testés dans les poids extrêmes, moins de 40 et supérieur à 100. Et en cas de clearance borderline, c'est-à-dire insuffisance rénale modérée. Ou bien en cas d'accident hémorragique, pour expliquer est-ce qu'on n'était pas surdosé. Mais sinon, dans les autres cas, on n'a pas besoin de TCA. Les doses sont standardisées. OK? Alors, la surveillance, donc, les normes de l'anti-10A varient en fonction de la molécule utilisée. Ce n'est pas la peine de les connaître. Donc, normalement, quand vous faites le dosage, le labo vous donnera les normes. La formule, on a vu pourquoi. Et pour avoir un taux d'hémoglobine de base et pour avoir aussi un taux de plaquettes de base. Parce que s'il y a un saignement, on doit avoir est-ce qu'il a perdu beaucoup d'hémoglobine ou pas pour quantifier un peu l'hémorragie. Les plaquettes, c'est la même surveillance. Le sulfate de protamine peut être utilisé en cas d'hémorragie pour neutraliser les HBPM, comme pour les HNF, mais elle est moins efficace. Alors, ça, c'est les présentations. Il y en a plein de produits. Les plus utilisés, c'est le Lovenox, l'enoxaparine, et aussi l'Inoweb, la tenzaparine. La tenzaparine, c'est une seule injection par jour. Là, c'est pour les doses prophylactiques et les doses curatives ne sont pas pareilles. Bien sûr, dans les doses curatives, s'il y a une maladie thromboembolique veineuse constituée ou un syndrome coronaire aigu ou quoi, il faut des doses importantes. Pour la tenzaparine, c'est une fois par jour. Tous les autres, c'est 2 fois par jour, chaque 12 heures. OK? Bon, ce n'est pas la peine de connaître les posologies par cœur. Ça, c'est les doses aussi. Ça, c'était les présentations. Et ça, c'est les doses. Bon, ça peut vous aider si vous avez un malade à prescrire. La nadroparine aussi, mais ce qui n'existe pas en Algérie, est prescrite une fois par jour aussi. Mais elle n'existe pas sur le marché ni aux hôpitaux. Alors, on a terminé avec les héparines. On arrive aux autres anticoagulants par voie parentère. Alors, il y a deux grandes familles. Les agents antithrombine dépendants, c'est-à-dire qui agissent par le biais du facteur 3, et les inhibiteurs directs de la thrombine, c'est-à-dire les facteurs anti-2A. OK? Mais c'est des facteurs par voie toujours parentère. Parce qu'on a vu tout à l'heure les facteurs anti-2A. Quel est le facteur anti-2A par voie orale, si vous avez suivi un peu? J'espère avoir une réponse.
Les anticoagulants directs. Oui, oui, mais lequel? Lequel? Oui, Ah, je sais pas. c'est le dabigatran. D'accord. Retenez les autres, c'est l'hexabon, parce qu'il y a le 10, le X de 10. Le rivaroxabon, l'apixabon, l'édoxabon. Le X là pour hexabon, c'est le 10, c'est le facteur 10. OK? Et après, il y a une seule molécule anti 2A, c'est le dabigatran. Il ne se termine pas par hexabon. OK? Voilà. Ça, c'était pour voir un peu si vous suivez. OK? Donc, les agents antithrombines dépendants, c'est-à-dire qu'ils agissent finalement comme les héparines. Parce que les héparines agissent, les héparines, que ce soit HBPM ou HNF, agissent en se liant au facteur antithrombine 3 qui va inhiber, lui, le 10A et le 2A. On est d'accord? Donc, c'est les mêmes, mais il y a des différences. Si on les a classés à part, c'est que ce n'est pas des héparines. Hein? On va voir. Alors, les antithrombines dépendants, je me répète, même mécanisme d'action que les héparines, avec une action plus prépondérante anti-10A, avec un rapport activité anti-10A versus activité anti-2A qui est à 20 pour le danaparoui et une activité anti-10A quasiment exclusive pour le fondaparinux. Alors, le danaparoui, il a une origine animale avec une réaction croisée en cas d'antécédent de TIH. Il est contre-indiqué en cas d'insuffisance rénale sévère, c'est-à-dire, en deux mots, ça n'apporte pas grand-chose par rapport aux héparines. D'accord? Puisque ça donne des TIH, en cas d'antécédent de TIH, ça reste contre-indiqué. Il est contre-indiqué en cas d'insuffisance rénale sévère. Bon, rien de plus. Mais bon, ça existe, on le cite. Le fondaparinux, activité exclusive anti-10A. OK? Et c'est on a pris le pentasaccharide, le site actif de l'héparine, et on l'a synthétisé chimiquement. OK? On a fabriqué le fondaparinux. Jusqu'à présent, il n'y a aucun cas de TIH décrit avec le fondaparinux. Donc, c'est une molécule qui est quand même intéressante parce que ça ne donne pas de TIH. Mais elle est contre-indiquée en cas d'insuffisance rénale sévère. Alors, les indications, maladie thromboembolique veineuse, excepté l'embolie pulmonaire grave, thrombose veineuse superficielle, étendue ou proche de la crosse saffaire. Donc ça, c'est une indication un petit peu particulière pour le fondaparinux. Donc, on ne trouverait aucun autre anticoagulant qui a cette indication. Parce que depuis tout à l'heure, on parlait que des thromboses veineuses profondes. Là, c'est thrombose veineuse superficielle, c'est-à-dire les saphènes. Vous savez très bien qu'il y a la saphène interne et la saphène externe. Si vous avez une thrombose, avant, on donnait des anti-inflammatoires. C'est tout. Mais il s'avère que quand vous avez une thrombose veineuse superficielle qui est étendue, c'est-à-dire elle est longue, de plus de 5 cm, ou bien qui est proche de la crosse saphène. La crosse saphène, c'est, vous savez très bien que la veine saphène interne se draine au niveau, elle se draine où? L'anatomie. Ça fait pas longtemps que vous avez fait l'anatomie. Ça fait combien? 2 ans. La veine saphène interne, elle se draine où? Vous ne savez pas? Vous ne savez pas? Elle se draine dans la veine fémorale commune. La veine fémorale commune, c'est une veine profonde. Donc, il y a un risque d'embolie pulmonaire. Pardon? Pardon?
Bon, donc, quand vous avez une thrombose, soit étendue, soit proche de la crosse saphène, il y a un risque d'embolie pulmonaire, donc il y a indication d'anticoagulant. Mais essentiellement, la seule molécule, c'est le fondaparinux qui a été étudié dans cette situation, qui est sorti positif. En cas de syndrome coronaire aigu, sans décalage segment ST, traité médicalement, sans angioplastie, ou même traité avec angioplastie, et prévention de la maladie thromboembolique veineuse. Donc, en post-op, après césarienne, après accouchement, on peut les prescrire pour prévenir la maladie thromboembolique veineuse. Maintenant, on passe aux inhibiteurs directs de la thrombine, c'est-à-dire les anti-2A. Il y a deux grandes familles, si vous voulez. Il y a les iridines, qui sont représentées essentiellement par la bivalirudine. C'est un médicament de synthèse qui est administré par voie intraveineuse, qui est contre-indiqué en cas d'insuffisance rénale sévère et qui n'entraîne pas de TIH. Bon, c'est des médicaments qui sont assez chers, qui ne sont pas utilisés en Algérie, qui ne sont pas disponibles, qui n'en apportent pas grand-chose, mis à part que ça n'entraîne pas de TIH. Il y a aussi l'Orgaron, qui est administré par voie intraveineuse. L'indication principale, c'est la substitution à l'héparine en cas de TIH. Si vous avez une suspicion de TIH, on a dit tout à l'heure qu'il faut arrêter l'héparine et le remplacer par l'orgatrobon, qui est l'Orgaron, en attendant de faire le diagnostic de TIH par la mesure des anti-PF4. Si ça confirme le diagnostic, les héparines sont contre-indiquées et il faut continuer avec l'orgatrobon. La surveillance se fait comme pour les héparines par le TCA et toujours il est contre-indiqué en cas d'insuffisance hépatique, pas de contre-indication en cas d'insuffisance rénale. Donc ça a l'orgatrobon a quand même certains avantages, surtout la TIH, parce que c'est quand même une administration intraveineuse. Hein. On ne peut pas le prescrire à la place de l'héparine. Pareil, hein, ça n'apporte pas de... C'est pareil. C'est assez lourd, on va dire. C'est IV continu à l'hôpital, mais c'est seulement en cas de TIH. Voilà, on a terminé, on a vu tout. Vous allez trouver d'autres détails, si vous voulez, sur le polycopier qui, je dirais, assez complet. Et comme conclusion, je dirais que c'est un groupe de médicaments très hétérogène, vous l'avez constaté, qui est très utilisé en pratique. Et vous allez être certainement confronté, même si vous ne le prescrivez pas, confronté à des malades qui sont sous ces médicaments. Donc, vous allez être certainement dans votre vie de médecin confronté à ces médicaments. C'est des médicaments qui sont pourvoyeurs du plus grand nombre d'hospitalisations pour effets secondaires. C'est la cause numéro 1 en France d'hospitalisation pour effets iatrogènes. D'où l'intérêt d'une bonne connaissance de ces médicaments, d'une surveillance bien faite et d'une compétence du médecin qui les prescrit ou bien du médecin qui les suit ou qui les gère. Voilà, je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions? Docteur, Oui. s'il vous plaît, est-ce que les anticoagulants sont contre-indiqués de façon générale pour les endocardites et péricardites? Oui. Tous les anticoagulants sont contre-indiqués de façon générale en cas d'endocardite ou de péricardite. D'accord. Merci, docteur. D'autres questions?
Bon, si vous n'avez pas de questions, je pense que vous avez terminé avec moi. Enfin, j'ai terminé avec vous. Et voilà. Donc, je vous souhaite bonne chance. Et bonne continuation avec tous ces modules et les examens que vous n'avez pas encore passés. Bon Docteur, courage. Oui, pourquoi on oui. donne les anticoagulants en cas d'une prothèse de valve mécanique? Ah oui, parce que c'est du métal. Elle est thrombogène. Si vous ne donnez pas d'anticoagulant, il va y avoir du caillou qui se forme dessus. D'accord? Et ces valves mécaniques, elles ne vont pas être enrobées. D'accord? Par exemple, quand vous mettez un stent dans une artère coronaire, au début, il y a un risque de thrombose parce que c'est du métal. Hein, dans une paroi, ça entraîne la stimulation de la coagulation et la stimulation du temps, surtout plaquettaire au début. Donc, après, avec le temps, ces stents, ils vont se recouvrir avec l'endothélium vasculaire. Donc, avec le temps, on peut diminuer. Au début, on donne 2 antiagrégants plaquettaires et puis, au bout de 6 mois, 1 an, on peut arrêter le clopidogrel et laisser que l'aspirine. L'aspirine, on le laisse en prévention secondaire parce qu'il y a un risque d'événement coronarien, pas par rapport au stent lui-même. Les valves mécaniques, elles ne se réendothélialisent pas parce qu'elles sont tout le temps en mouvement et elles ne sont pas forcément en continuité avec le tissu. Donc, il va y avoir du métal qui reste en contact avec le sang tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, ça nécessite un traitement anticoagulant. Sinon, ça va thromboser. D'autres questions? Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous dis bonne chance et bon courage. Alors, au revoir.